Rendez-vous du 14 au 16 juin à Saint-Amand-sur-Fion dans la Marne pour le festival La Tête dans le Fion. 3 jours de concerts gratuits dans une ambiance familiale et conviviale avec plus de 20 artistes sur scène. Info sur latettedanslefion.fr ou sur Facebook en partenariat avec Puissance Télévision. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 juin, bienvenue dans votre journal et tout de suite les titres. Nous commencerons ce journal avec une touche de couleur et de bonne humeur en découvrant une pratique originale, le yarn bombing. Faire le point sur ces équipes et sur l'organisation des ressources humaines, découvrez l'atelier Diagnostic RH proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Le préfet de la Meuse, Alexandre Rochat, a présidé la cérémonie de remise de la Croix du combattant. Retour en images dans ce journal. J-1 avant le lancement des Journées nationales de l'archéologie. Pour l'occasion, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le site d'Écrassé à Saint-Dizier. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le 14 juin est la journée internationale du tricot. La ville de Saint-Dizier a décidé de marquer le coup en rhabillant la statue de 1544 sur la place Aristide-Briand. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cela en images. Julien Carré et Jérémy Vitry. Vous l'avez certainement vu, le monument de 1544, situé place Aristide-Briand à Saint-Dizier, a connu un petit relooking. En effet, à l'occasion de la journée mondiale du tricot, les membres du Café Tricot ont alors confectionné une robe et quelques accessoires pour décorer la statue. On participe à la journée mondiale du tricot de notre façon, on fait du yarn bombing. Donc c'est l'atelier tricot qui a décidé de décorer la statue 1544. Donc on participait des EHPAD, des écoles, les adhérentes au café, et puis bon, ça fait de l'animation dans la ville. Le tricot c'est ringard, bon voilà, je trouve que... Non, c'est moderne. Non, puis c'est bien, ça fait parler du tricot, j'aime bien moi. Un projet en préparation depuis septembre et ces tricoteuses ont réuni près de 98 mètres carrés de petits carrés, le tout assemblé pour former cette robe. Ce matin, on est venu assembler, parce que le problème c'est ça, on est venu assembler. Et très fiers d'être là cet après-midi pour voir notre statue. On espère avoir du monde à Saint-Dizier, ramener du monde, parce qu'on recherche des personnes s'ils veulent venir. Venir avec nous tricoter, pourquoi pas, au contraire. Venez avec nous de plus en plus, parce que moi je ne savais pas tricoter au mois de septembre, je ne savais pas. Maintenant je fais des brassières, je fais des chaussons et tout. On cherche du monde. Et moi qui ne savais rien faire, je suis très fière de moi, je suis fière de nous tous. On n'est pas que moi, hein, voilà. Voilà, je suis contente, voilà. Alors moi qui est de Saint-Dizier que depuis 2012, je félicite la ville de Saint-Dizier, parce que franchement je trouve ça magnifique. Moi je connaissais pas et tout, franchement j'avais jamais vu ça comme ça. Les tricoteuses espèrent que leur création restera le plus longtemps possible, bien que cet art soit éphémère, et elles récupéreront les chutes de tissu afin de les donner à la SPA. Passons maintenant dans le monde de l'entreprise avec cette initiative proposée par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, un diagnostic des ressources humaines, un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Les ressources humaines sont un maillon essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces TPE et PME du territoire l'ont bien compris. En effet, ce jeudi 13 juin, à la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, se tenait un atelier intitulé Diagnostic RH. Donc l'animation de ce matin, c'est d'échanger avec des patrons de TPE-PME sur leurs pratiques dans le domaine des ressources humaines. Donc en essayant de parcourir de façon assez exhaustive l'ensemble des domaines, de façon à ce qu'ils viennent se situer par rapport à cela. Est-ce que je pratique les entretiens professionnels, comment j'organise mes recrutements, voilà, différentes choses sur la sécurité, sur les relations humaines.
Cet atelier était animé par l'entreprise Bras Droit des dirigeants, spécialisée dans l'expertise ressources humaines, qui a aidé ses chefs d'entreprise et responsables RH à poser un diagnostic à l'aide d'un questionnaire en 30 questions. Le moment aussi de rappeler quelques fondements, l'importance de l'organigramme pour préciser le rôle de chacun, ou encore l'intérêt des fiches de poste pour bien établir les missions de chaque salarié. Enfin, c'était aussi l'occasion pour eux d'échanger et de se nourrir du travail de chacun. 14 militaires et anciens combattants ont été décorés par le préfet de la Meuse lors de la remise de croix du combattant, une cérémonie symbolique pour mettre à l'honneur ces hommes. Sur place, Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Un honneur pour les récipiendaires, un fait légitime pour le préfet. C'est les résultats de cette remise de décoration reçue ce mercredi 12 juin dans les salons de la préfecture meusienne. Monsieur André Leglé, nous vous décernons la croix du combattant. En effet, 14 militaires actifs et retraités ont reçu la précieuse croix du combattant, symbolisant la participation à une opération extérieure de 120 jours consécutifs ou non, et au nom de la patrie française. Il y a deux catégories ici de décorés. Des anciens qui ont connu la guerre d'Algérie, théâtre d'Afrique du Nord, qui ont une reconnaissance certes tardive, mais de fait, et des jeunes militaires qui sont toujours en activité et qui connaissent ces théâtres d'opération, et l'ONAC leur reconnaît des droits en termes d'anciens combattants. On parle des soldats qui étaient présents entre 1962 et 1964. Ces soldats jusque-là avaient été mis de côté parce que suite aux accords de Vichy, les accords de paix, disons, ces soldats n'ont pas été mis en première ligne, n'ont pas fait de combat comme ceux d'avant. Mais leur présence sur le sol en Algérie, en Afrique du Nord, dans un état de stress avec les événements politiques que l'on connaît, c'est un juste retour des choses, que l'État reconnaisse aujourd'hui leur implication dans ce conflit et leur donne les droits de porter la croix du combattant. Une cérémonie qui est importante pour le préfet meusien, étant lui-même diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, ainsi qu'ancien militaire au sein de la Marine nationale et au ministère des Armées. Je suis un préfet en plus militaire, ancien militaire, donc pour moi ça revêt une symbolique toute particulière. C'est un militaire qui aujourd'hui tient des fonctions de préfet, qui remet cette croix du combattant à des anciens combattants ou à des combattants actuels. Ces 14 militaires ayant participé à des théâtres de guerre comme celle d'Algérie ou d'ex-Yougoslavie par exemple, sont les premiers meusiens décorés de cette croix du combattant, mais environ 60 anciens combattants du département seront décorés au cours de l'année lors des prochaines cérémonies officielles. La 9e campagne des fouilles archéologiques a débuté sur le site des Crassés et pour l'occasion, nous vous proposons un petit tour d'horizon des lieux puisque depuis presque 10 ans, les archéologues de l'INRAP viennent sur les lieux et nous en apprennent un peu plus sur nos ancêtres et sur leur vie en terre bragarde. Une visite guidée signée Audrey Tézan, Jérémy Vitry et Amandine Lisiac. Depuis le 27 mai et jusqu'au 12 juillet se tiennent les traditionnelles fouilles archéologiques des Crassés à Saint-Dizier. Ce site, occupé de l'époque gallo-romaine au XIIe siècle, comporte 2 zones principales, une villa et une nécropole mérovingienne. Cette parcelle de 10 000 m², connue des archéologues depuis 150 ans, cache encore de nombreux trésors, puisqu'en 9 ans de fouilles, seuls 1600 m² ont été étudiés. L'archéologue Raphaël Dureau et son équipe sont en charge du site de la villa. Sa superficie est estimée à 1000 m², un véritable palais pour les époques où elle fut en place. Pour cette nouvelle saison, l'accent sera mis sur les bains de la villa, dont les vestiges de l'hypocauste, un système de chauffage par le sol, sont encore visibles, ainsi que les cendres qui recouvrent désormais la terre. La propriété appartenait à de riches aristocrates et de nombreux travaux d'extension du domaine furent entrepris au cours des siècles. On y retrouve notamment les premiers murs maçonnés de l'histoire de France, datés de 50 après Jésus-Christ. Mais les limites de cette villa n'étant pas connues, un sondage a été creusé afin de pouvoir estimer sa taille réelle. La grandeur de ce domaine s'explique par la présence de propriétaires importants, probablement enrichis par l'exploitation du minerai de fer. Stéphanie Desbrosses de Gaubertière est-elle responsable de la nécropole mérovingienne, située dans la partie haute du site, où 740 squelettes ont déjà été fouillés depuis 2009. Ses occupants sont les anciens habitants du hameau qui se trouvent sous la zone commerciale du Chêne Saint-Amand. La grande surprise pour l'équipe a eu lieu en 2016 lorsqu'une tombe funéraire d'élite a été découverte.
Une trouvaille surprenante car à l'époque mérovingienne, les tombes funéraires n'existaient pas dans le sud de la Champagne-Ardenne. Au 7e siècle, les tombes sont réutilisées, si bien que 7 à 8 niveaux de squelettes sont à dénombrer. La nécropole est utilisée jusqu'au XIIe siècle, date de la création de la ville de Saint-Dizier. Les objectifs de cette 9e saison de fouilles pour la partie haute du site sont de continuer la recherche de squelettes dans les tombes paroissiales de la nécropole, ainsi que de poursuivre le déterrage du bâtiment de culte. La découverte marquante de cette année est la présence d'une voûte qui servait probablement à canaliser l'eau de la source, située 1 mètre en dessous de la nécropole. Mais il est malheureusement peu probable d'avoir un jour une vue d'ensemble du site. Les murs et les squelettes étant extrêmement fragiles, la législation impose aux archéologues de recouvrir le site une fois fouillé. Malgré ces 9 années de travail, les archéologues restent émerveillés par ce site qui a tant à offrir. Vu qu'on a fouillé que 1600 m² sur les 10 000 dont on dispose, chaque année on a encore des surprises. Là encore ce matin, en arrivant avec vous, j'ai découvert un caniveau romain qui n'était pas du tout prévu. Donc ça n'arrête pas en fait. Il y a vraiment une richesse exceptionnelle sur ce site qui fait que chaque année comporte son lot de découvertes inattendues. Alors que nous on était venus pour quelque chose de précis, on doit s'adapter parce qu'il y a toujours des découvertes inattendues. On a fait des sondages en 2004 lorsque le terrain avait été acheté par un promoteur pour avoir une idée du potentiel archéologique du terrain. Donc oui, on a une petite idée, c'est-à-dire que l'on sait par exemple que la nécropole médiévale, le cimetière du Moyen-Âge, n'est présent que dans la moitié sud du terrain, c'est-à-dire la partie qui est la plus haute, que dans la partie basse, on n'a pas de tombe du Moyen-Âge. On sait d'autre part que la villa romaine occupe à peu près tout le terrain. Alors non pas par son bâtiment résidentiel destiné aux propriétaires qu'on est en train de fouiller, mais aussi par la cour, qui n'est pas une cour vide en fait, qui est une cour où il y a des aménagements, des constructions. Alors on n'a pas trop compris ce que c'était quand on a fait les sondages, mais d'après les exemples que l'on connaît mieux, que l'on connaît mieux ailleurs, il peut s'agir des tables, de granges, d'écuries, des choses comme ça, puis aussi des maisons de tous les ouvriers agricoles qui travaillent pour le propriétaire. Voilà. Donc on a tout ça à attendre. On a également peut-être aussi sur le haut de la pente, toujours à côté du cimetière du Moyen-Âge, une partie du village où habitaient les gens enterrés ici. Voilà. Donc il y a tout ça à fouiller encore dans les années à venir. Si le site est habituellement interdit au grand public, dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, il ouvrira ses portes samedi et dimanche de 9h à 17h30. A noter que des conférences sur l'archéologie locale sont prévues vendredi, samedi et dimanche soir. C'est déjà la fin de cette édition, mais n'oubliez pas, l'information continue 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Puissance Télévision et sur son application mobile. À très bientôt sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.